Pour ce qui est du comportement de tétée du chiot, donc par Camille Viau, remplacé par moi-même, au cours des 12 premières heures de vie, alors pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question juste de regarder au cours des 12 premières heures de vie? C'est parce que c'est strictement lié au transfert d'immunité colostrale. Et si vous avez déjà assisté aux épisodes précédents, vous savez que l'ingestion du colostrum, c'est absolument crucial pour la survie. D'abord parce que ça assure le transfert d'immunité passive, c'est-à-dire l'acquisition des anticorps après la naissance. Et puis aussi parce que ça va assurer la croissance des 2 premiers jours de vie, dont certaines ont montré que c'était absolument le colostrum est absolument crucial et prédictif pour ce qui va se passer en particulier pour la période néonatale, les 3 premières semaines. Alors pourquoi les 12 premières heures? C'est résumé des épisodes précédents. C'est parce que chez le chiot, ce qu'on sait, c'est que la fermeture de la barrière intestinale a lieu au cours de ces 12 premières heures de vie. Donc je vous rappelle l'histoire, c'est qu'en fait quand le chiot naît, déjà il naît agamma-globulinémique. Le mot est génial, mais ça veut juste dire qu'il naît avec quasiment pas, c'est 0, quelque chose, grammes par litre d'immunoglobuline dans la circulation sanguine. Et en fait, il va réussir à absorber les immunoglobulines comme ça. C'est-à-dire que dans les premières heures de vie, les cellules intestinales, les entérocytes, sont pas très bien collées les unes aux autres. Et puis surtout, elles sont capables de phagocyter les grosses molécules, de les faire traverser et d'aller les resécréter de l'autre côté dans le sang circulant. Donc, moyennant quoi, tant que la barrière intestinale est dite ouverte, les anticorps peuvent passer. La problématique, c'est que très rapidement après la naissance, les entérocytes vont se coller les uns aux autres et ils vont devenir imperméables. Et ça, c'est associé à leur différenciation. C'est-à-dire quand ils acquièrent la fameuse barrière en brosse, là, que vous avez peut-être appris en sciences naturelles quand vous étiez petit, ou en SVT si vous êtes un peu moins vieux, l'acquisition de cette barrière en brosse qui va permettre ensuite au chiot d'absorber les autres nutriments. La problématique, c'est que c'est associé à la fermeture de la barrière intestinale. Et donc là, les immunoglobulines, qui sont des très grosses molécules, elles ne peuvent plus passer. Et des travaux alforiens préalables avaient montré en fait que le taux d'absorption des immunoglobulines, vous voyez que ça chute à la vitesse de la lumière. Globalement, à la naissance, si vous donnez des anticorps à avaler à un chiot, il ne va en absorber déjà que 40% de ce que vous lui donnez. Que si vous attendez 4 heures après la naissance, il n'en absorbe déjà plus que 20%, 10% à 8 heures. Et puis au-delà de 12 heures, en fait, on considère que l'absorption est nulle. Alors chez le chaton, faire un effort, le peu de données chaton qui existent, c'est à peu près la même courbe. Et la fermeture de la barrière intestinale chez les chatons est censée être complète à 16 heures de vie. Alors, je vous dis censée parce que les gens si vous êtes éleveur de chatons et que du coup, vous savez ce que c'est que l'isoérythrolyse néonatale, c'est que normalement, il faut séparer les chatons de la mère et interdire la tétée. Et on dit pendant les 24 premières heures pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anticorps qui passent. Mais il y a quand même quelques éleveurs qui vous racontent que même en ayant fait une séparation de 24 heures, en ayant remis des chatons à 27 heures, ils ont quand même eu de l'isoérythrolyse, ce qui doit vouloir dire que potentiellement, la barrière intestinale peut rester ouverte plus longtemps. J'ouvre et je referme une parenthèse. Et c'est clair que c'est repoussé si vous ne nourrissez pas vos animaux. C'est-à-dire que si les animaux sont, pour une raison ou pour une autre, privés de nourriture pendant les 12 premières heures de vie, la nature est super bien faite. Ça repousse de quelques heures la durée d'ouverture de la barrière intestinale, entre guillemets, pour donner une chance au chiot ou au chaton de capter un petit peu d'anticorps. Donc, je referme cette parenthèse. Donc, c'est pour vous expliquer pourquoi les 12 premières heures nous intéressaient particulièrement. Et alors, pourquoi on était obligé de faire la manip en question? Mais parce que quand vous cherchez dans la littérature, ce qu'on a commencé par faire en se disant il y a forcément quelqu'un qui s'est déjà intéressé au comportement de tétée chez la chienne, la réponse est globalement, il y avait 2 publis. Et vous allez voir qu'elles ne sont pas du tout au moment où ça nous intéresse. De façon assez rigolote, il y a beaucoup, alors je ne vous parle même pas de la jument et du poulain et
du veau, parce que alors là, c'est décrit et réécrit. Mais quand on cherche dans les petites bestioles, c'est très décrit chez le cochon d'Inde, donc on est content, un petit peu chez le chat, et encore que c'est pas terrible. Alors chez le chien, allez savoir pourquoi, personne n'avait jamais fait de description très précoce. La publication qui s'approchait le plus de ce qui nous intéressait, c'est celle-là. Et si vous allez regarder dans la colonne de droite, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas les horaires qui nous intéressent si on veut s'intéresser à ce qui se passe en matière de transfert colostral. C'est-à-dire que ici, c'est en jours. Donc en gros, au mieux, ils ont commencé à 24 heures de vie et en fait, ils sont essentiellement intéressés aux premiers mois de lactation, mais sans se concentrer du tout sur les premières heures de vie. Donc nous, ça ne répondait pas à notre question. Parce que notre question, qu'est-ce que c'était? C'était de décrire déjà, pour commencer, le comportement de tété sur les 12 premières heures. Donc, entre la naissance et la première tétée, quel était le délai? Ensuite, sur les 12 à 24 premières heures, combien y a-t-il eu d'épisodes de tétée? Donc, combien de fois les chiots venaient-ils téter? Quelle était la durée de ces épisodes de tétée? Et puis, qu'est-ce que les chiots avaient décidé de téter? Combien de glandes mammaires? Et puis, quelles glandes? Est-ce qu'ils en choisissaient préférentiellement une chacun? Est-ce qu'ils choisissaient les meilleures, entre guillemets? Donc ça, c'était déjà les questions de base. Ensuite, on s'est intéressé aux facteurs de variation. Ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de savoir s'il y avait un impact du poids de naissance sur ce comportement de tétée et un impact du rang de naissance. Donc, le rang de naissance, c'est est-ce que vous naissez en premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et ensuite, quelles étaient les conséquences des caractéristiques du comportement de tétée du chiot? Et les conséquences, on les a regardées essentiellement sur le transfert d'immunité passive. Alors, on aurait pu se limiter aux 12 premières heures, mais bon, on avait des étudiants volontaires et puis il est bien connu qu'on esclavagise les étudiants. Est-ce que vous vous rendez bien compte que pour faire ça, il faut s'asseoir à côté d'une chienne en train de mettre bas? Donc, il faut déjà être là au début de l'action, puisqu'il faut être là avant la naissance. Et ensuite, il faut rester là, sans bouger, pendant 24 heures. Bon, ils avaient le droit de se relayer. En fait, ils étaient 3. Mais vous voyez que c'est quand même la raison pour laquelle ça n'avait jamais été fait, puisque ça avait été la question de Camille, qui donc a fait ce travail pour sa thèse vétérinaire, mais c'est pourquoi ça n'a jamais été fait. Une fois qu'elle a eu à le faire, elle a compris pourquoi ça n'avait jamais été fait. Mais elle a fait ça avec beaucoup d'énergie et de rigueur. Donc, ça a donc été fait au CZK. 5 chiennes labrador, 34 chiots. Donc, effectivement, on pourrait chercher à augmenter l'effectif. Toutes les naissances avaient eu lieu par voie vaginale. Et alors, cette année-là, on a joué de malchance parce qu'il y a eu plusieurs césariennes, alors que d'habitude, il y en a très, très peu au CZK. Durée de mise bas totale entre 1 heure et 3 heures et demie. Donc, l'idée, c'était que dès que le chiot naissait, il était identifié avec un petit collier de couleur. Et ensuite, donc, Camille et ses petits camarades restaient assis pendant les 24 premières heures à regarder et à noter à quelle heure tel chiot était telle mamelle. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément toujours facile. Alors, ce n'était pas du golden, hein, c'était du labrador, ce qui leur a quand même simplifié la vie en termes de poils. Et ensuite, à J2, on faisait une prise de sang pour arriver à doser les immunoglobulines G et ainsi déterminer s'il y avait un transfert d'immunité passive qui était correct. Voilà. Donc, le comportement de tétée a été évalué avec les paramètres en question qui sont l'âge à la première tétée en heures, la durée totale de la tétée sur les 12 ou 24 premières heures, le nombre d'épisodes de tétée, le nombre de glandes mammaires tétées et ce qu'on appelle la préférence mammaire, c'est-à-dire est-ce qu'il s'approprie une mamelle. Et le colostrum a été trait de façon à doser les immunoglobulines G dedans pour savoir si les chiots choisissaient la mamelle en fonction de la qualité immunologique du colostrum, puisque c'est ce qui traîne plus ou moins dans d'autres espèces dans la littérature. Donc l'âge à la première tétée, finalement les chiots sont quand même relativement rapides. Vous voyez que les chiots avaient tous tété la première fois entre 5 minutes et 6 heures. Donc en gros, ils se sont tous trouvés
à faire leur première tétée dans la période d'ouverture de la barrière intestinale. Donc, c'est sympa. Ils avaient au moins une tétée dans cette période. 50% des chiots avaient eu leur premier tété au cours de la première heure et 70% au cours des 2 premières heures. Autrement dit, ça veut dire quand même que 70% des chiots valorisent extrêmement bien l'ouverture de la barrière intestinale puisqu'ils se retrouvent avec un taux d'absorption maximal. Le poids de naissance n'avait pas d'impact sur ce délai entre la naissance et la première tétée. Alors, ce qu'on n'a pas fait, mais parce qu'on n'était pas dans cette optique-là à l'époque, c'est d'aller regarder si la durée de naissance, c'est-à-dire le temps mis à sortir, avait oui ou non un impact sur le temps qu'il allait mettre à la première tétée. Alors, je vous raconterai ça sans doute en même temps que la thèse d'Emeline. Je vais aller reprendre les données et voir si on arrive à trouver un effet. Le rang de naissance. Alors, le rang de naissance, ça vous donne quand même une évaluation du temps que le chiot a quand même mis à subir une mise bas. Parce que c'est pas parce que quand il sort en 8e, il s'est quand même pris toutes les contractions utérines nécessaires pour ses 7 premiers camarades. Bon, finalement, le rang de naissance, vous voyez qu'il n'a pas. Donc, ça, les couleurs matérialisent les portées. Vous voyez que finalement, on n'arrive pas à avoir d'impact clair du rang de naissance sur le délai nécessaire pour faire la première tétée. Globalement, ce n'est pas parce qu'ils ont subi plus longtemps les contractions utérines que ça va perturber l'âge à la première tétée. Le nombre d'épisodes de tétée. Alors là, par contre, on a vu un impact du poids de naissance. C'est-à-dire que si vous regardez le graphe de gauche, vous voyez que si on prend les 25% des chiots les plus légers, eh bien, ils ont un nombre d'épisodes de tétée moindre que les chiots qui étaient plus lourds à la naissance. Donc, ils n'ont pas mis plus longtemps à aller téter, mais par contre, sur les 12 premières heures, potentiellement, ils vont récupérer moins de colostrum parce qu'ils vont aller moins souvent téter. Un chiot, sur les 12 premières heures, donc ça, je trouve ça rigolo, il tète quand même 10 fois l'animal. Donc, c'est énorme. Alors ensuite, on a regardé toujours pareil l'impact du rang de naissance sur le nombre d'épisodes de tétée. Bon, d'un point de vue statistique, il y a un effet. Mais vous voyez, quand on vous montre le graphe en vrai, c'est quand même pas violent. Ça diminue progressivement. C'est-à-dire qu'on a une tendance au fait que plus le chiot met du temps à naître et moins il va faire d'épisodes de tétée. Mais enfin, biologiquement, honnêtement, en voyant le nuage de points, on ne peut pas avoir tellement confiance dans ce résultat. Il a beau être statistique, ce n'est pas terrible. Si on regarde la durée de tétée totale, parce que c'est surtout ça qui est important pour savoir, pour avoir une évaluation indirecte de la quantité de colostrum qu'ils ont pu téter, vous voyez que les plus légers, c'est pareil, ils ont une durée totale de tétée qui est inférieure aux autres. Et le rang de naissance, c'est la même chose. Il a une tendance à diminuer la durée de tétée totale, c'est-à-dire plus vous naissez tard, c'est-à-dire vous êtes le 8e de portée par rapport au 2e de portée, moins vous aurez tendance à avoir une durée de tétée totale élevée. Mais en fait, ce n'est pas biologiquement énormissime non plus. Alors pareil, autre résultat qui vous fera de la conversation, c'est qu'un chiot, au cours des 12 premières heures de vie, ça tète 10% de son temps. Ça dort probablement 90% de son temps et ça tète 10% de son temps sur les 12 premières heures et 14% de son temps sur les 24 premières heures. Alors, vous savez que les porcelets, vous savez peut-être que les porcelets ont une tendance à s'approprier une mamelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment… Donc, le premier qui sort, il va aller en récupérer une ou deux, en fait, et il va exercer une compétition assez intense sur ses camarades de portée pour essayer de garder ses mamelles. Ce qui fait que ça fight pas mal, en fait, entre les porcelets. Et chez les chiots, il n'y a pas d'appropriation mammaire. C'est-à-dire que sur les 12 premières heures de vie, les chiots vont téter 5 mamelles plus ou moins 2. Et sur les 24 premières heures, ils vont encore élargir leur panel puisqu'ils vont arriver à
9 mamelles plus ou moins 1. Et je vous rappelle qu'une chienne normale, ça a 10 mamelles. Donc, en gros, ça veut dire que sur les 24 premières heures de vie, finalement, ils les ont toutes essayées. Donc, le chiot ne s'approprie pas de mamelles et ça va avec le fait que les comportementalistes vous décrivent que finalement, il n'y a pas de combat entre chiots et qu'ils ont peu tendance finalement à se battre pour une mamelle ou à essayer de se virer d'une mamelle quand ils ont envie d'aller la chercher. C'est donc très différent du porcelet, par exemple. Le poids de naissance et le rang de naissance n'ont pas d'impact sur le nombre de mamelles que les chiots vont aller récupérer. Donc ça ne change rien du tout au problème. Donc ensuite, on s'est intéressé aux glandes qui étaient préférentiellement tétées. Donc si on capitalise la totalité du temps de tétée de toute la portée pour une chienne donnée, on arrive à l'intéressante conclusion que globalement, les chiots passent 30% du temps total de tétée sur les 2 mamelles inguinales postérieures. Bon, après, l'impression qu'on en a, c'est que c'est quand même celle qui donne le plus de lait, donc ce n'est pas quand même totalement une surprise. Mais après, ça décroît quand même assez vite, et finalement, moi j'aurais été assez convaincue, si j'avais eu à dessiner les résultats toute seule, que le temps passé à téter les mamelles crâniales aurait été beaucoup plus faible que ça. C'est-à-dire que globalement, on a 30% sur la paire postérieure qui est là. Il faut que j'arrête de faire des grands gestes avec mes mains. Et puis ici, au total, ça fait quand même 18%, quasiment 20%. Donc finalement, ce n'est pas si différent que ça. Et si vous vous souvenez des épisodes précédents, je vous ai raconté que la qualité immunologique du colostrum variait en fonction de la glande mammaire et qu'on n'était pas capable de vous dire quelle était la paire qui donnerait le colostrum de meilleure qualité immunologique parce que ce n'était pas répétable d'une femelle à l'autre. Et si on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'une même chienne, il n'y a pas de relation entre la proportion de temps passé à téter une mamelle et la qualité immunologique du colostrum sécrété par la mamelle. Autrement dit, les chiots ne sont absolument pas capables de choisir la mamelle qui va leur apporter le plus d'anticorps. C'est dommage, on aurait bien aimé. Et le résultat auquel on voulait arriver, enfin la vraie question qu'on s'était posée, c'était y a-t-il une relation entre le comportement de tétée adopté par les chiots et la qualité du transfert d'immunité passive, c'est-à-dire en français, la concentration d'immunoglobuline G circulante dans le chiot à J2, c'est-à-dire combien est-ce qu'il arrive à récupérer d'anticorps. Alors ça, là pour le coup, c'est super intéressant, enfin le reste aussi, hein, mais ça c'est super intéressant, c'est qu'il y a un impact majeur de la qualité du colostrum de la première mamelle tétée. C'est-à-dire que si on s'amuse à mettre ici en abscisse là, la concentration d'IgG de la première mamelle tétée, donc le colostrum de la première mamelle tétée, et qu'on regarde ce que les chiots arrivent à récupérer finalement à J2, donc la fameuse qualité du transfert de l'immunité passive, bien vous voyez que ça augmente jusqu'à un seuil qui est à peu près là, aux alentours de 30 grammes par litre. Puis après, bon, ça a l'air d'être stable. Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent en stats, ce qui n'est pas mon cas, mais R2, vous voyez que finalement, il est faible. On aimerait bien avoir des choses plutôt 0,8, 0,9. Mais ça ne veut rien dire en l'occurrence. Ça veut juste dire que ce n'est pas bien modélisé par une droite. Mais par contre, quand on essaye de modéliser ça avec d'autres types de courbes, en fait, on y arrive beaucoup mieux comme ça. Et donc, ça, si on l'avait recalculé, ça veut dire qu'on aurait bien mieux modélisé, on aurait un R2 supérieur. Donc, en gros, ça veut dire que ce qui est crucial chez le chiot, enfin, si on voulait lui donner le plus de chances de profiter en fait de l'ouverture de la barrière et du taux d'absorption maximal, donc sur la première tétée, en fait, il faudrait arriver à identifier à identifier la mamelle qui aurait une qualité colostrale la plus importante et à convaincre les chiots, mettre les chiots à la tétée sur ces mamelles de très bonne qualité immunologique. À l'heure actuelle, Anna avait essayé, quand elle était petite, de faire des essais avec le réfractomètre,
Donc, quelque chose qui est très facile à utiliser. Et en fait, on n'arrive pas à prévoir la qualité immunologique du colostrum avec un réfractomètre, c'est-à-dire quelque chose qu'on serait capable de faire au chevet de la chienne, de la même façon qu'on le fait de façon très courante au chevet de la vache ou au chevet de la jument. Mais chez la chienne, en l'état actuel des connaissances, on n'y arrive pas. Et on a vu aussi un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a un impact du nombre d'épisodes de TT sur la qualité du transfert de l'immunité passive. Autrement dit, donc là c'est toujours le même type de dessin, vous avez tous les chiots d'une même portée dans le même nuage de couleurs. Donc vous voyez que par exemple dans la portée bleue, plus ils ont eu un nombre d'épisodes de TT important et plus les chiots avaient un transfert immunologique important. Et là, je vous l'ai montré comme ça parce que ça se vérifie. On n'a pas un grand nombre de portées, hein, donc il faut quand même relativiser nos résultats. Mais là, ça se vérifiait dans intraportée pour toutes les portées. Donc, autrement dit, il faut que le chiot ait une mamelle de très bonne qualité en premier. Et ensuite, il faut qu'il répète le nombre d'épisodes de TT sur les 12 premières heures pour arriver à avoir un bon transfert. Vous me direz, c'est logique, hein, on n'aura pas le prix Nobel avec. Il n'y a pas d'impact du nombre de glandes tétées, c'est-à-dire qu'il peut téter toujours la même, ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre truc qui était rigolo, et pour le coup qui est totalement contre-intuitif, c'est qu'il n'y a pas d'impact de la durée totale de tétée. Ça, c'est marrant, parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Alors, comment on peut expliquer ça? Je ne suis pas sûre que ça soit la bonne explication, mais une hypothèse, c'est qu'en fait, quand nous, on mesure la durée de tétée, en fait, ce n'est pas forcément la durée de tétée effective. C'est-à-dire que les comportementalistes qui s'intéressent à ça nous disent que quand on regarde un chiot tété, en fait, il y a une part de tétée qui est réelle, il va réellement ingérer, et il y a une autre part du temps qui s'appelle de la tétée non nutritive, c'est-à-dire que l'animal va effectivement avoir un mouvement de succion, mais pas forcément au point d'arriver à faire éjecter du lait et à déglutir. Et alors ça, forcément, nous, en observant, on est totalement incapable de s'en rendre compte. Donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas du tout qu'ils se mettent sur un crayon et qu'il y reste pendant 2 heures. En fait, il vaudrait mieux qu'il y passe moins de temps, mais par contre, qu'on renouvelle les épisodes de tétée. Peut-être parce qu'entre-temps, il se réveille, il a une nouvelle mamelle et donc il a plus de phases de tétée nutritive s'il change de mamelle. Voilà. Donc, si je vous résume tout ça, en fait, ce petit dessin, il a pour vocation à remettre les facteurs qui ont une importance sur le transfert d'immunité colostrale. Donc, le transfert d'immunité colostrale, c'est ça, c'est la concentration sanguine circulante en IgG. Mais ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre forcément de la qualité du colostrum, de la concentration en IgG dans le colostrum, forcément. Ça dépend ensuite de la quantité de colostrum que cet animal ingère. Mais ensuite, ça va dépendre de la perméabilité intestinale, qui est donc le fameux taux d'absorption. Et ce taux d'absorption, il dépend exclusivement, pas exclusivement, mais majoritairement du délai écoulé après la naissance. Donc, une fois qu'on sait ça, on va remettre tout ce dont on vient de parler là-dessus. Eh bien, de quoi dépend la qualité immunologique du colostrum? Là, elle dépend, on a vu, là, c'est la première glande tétée qui a une vraie importance. On a vu aussi en termes de quantité de colostrum, là on sait que c'est l'impact du nombre d'épisodes de tétée qui a son importance et qu'il faudra y veiller en particulier sur les animaux de petit poids et sur les animaux de rang de portée élevée, puisque eux ont déjà spontanément tendance à faire diminuer leur nombre d'épisodes de tétée, donc potentiellement, et ça on sait que c'est vrai, ils sont à risque de déficit de transfert de l'immunité passive. Donc il faudra faire attention à ce que ces animaux répètent le nombre d'épisodes de tétée. Et ensuite, on va devoir mettre l'animal à la tétée aussi tôt que possible de façon à bénéficier du meilleur taux d'absorption. Donc en gros, c'est le plus tôt possible, le plus souvent possible et si possible pour la première glande tétée, celle qui est de meilleure qualité immunologique, sachant que sur ce point-là, comme je viens de vous le dire, on est incapable de vous donner aucun conseil utile à l'heure actuelle. Ça viendra peut-être. Hein. Alors, les perspectives, il faudrait refaire sur un plus grand nombre de portées, changer de race pour essayer d'avoir des animaux avec en particulier des durées de mise-bas ou des phases de mise-bas, des déroulements de mise-bas qui soient différents.
Et puis, comme on était en train de le dire avant de commencer, il faudrait en fait faire, donc Marielle, vous demandiez ce qu'il y avait d'intelligent à faire, ben, il y aurait la même chose à faire chez le chaton. Sachant que là, pour le coup, pareil, on n'a pas de données intelligentes. Donc, toute cette présentation tournait autour du colostrum. Et une des questions qui se posent, c'est si on n'a pas de colostrum, si l'animal ne veut pas prendre le colostrum, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisqu'on n'arrête pas de vous répéter depuis la nuit des temps que le colostrum, c'est absolument capital pour la survie et pour la qualité de la croissance des animaux. Alors, c'est ce dont Marina Brar va vous parler. Elle a essayé de travailler sur un substitut colostral un peu original. Mais pour que vous appréciez bien ce qu'elle va vous raconter, il faut juste que ça va aller vite, mais que je vous redonne quelques éléments qu'elle a exploités ensuite dans sa manip. Le colostrum, c'est un liquide très très particulier en termes de composition immunologique et en particulier très très différent du lait. Et la différence se fait sur deux immunoglobulines qui sont des classes d'immunoglobulines, donc c'est la structure des anticorps, qui sont des immunoglobulines G en bleu et des immunoglobulines A en vert. Alors les immunoglobulines G, c'est celles dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, parce que ce sont les immunoglobulines qui vont passer dans le sang circulant et qui vont ensuite être conservées pendant plusieurs semaines par le chiot ou le chaton, pareil, dans le sang, et qui vont être responsables de ce qu'on appelle l'immunité systémique, c'est-à-dire que ce sont elles qui vont lutter contre les pathogènes et qui vont permettre à l'animal de se défendre tant qu'il n'est pas capable de synthétiser suffisamment d'anticorps par lui-même. Donc en gros, cette histoire-là, ça va quand même durer facilement 15 jours, 3 semaines. Donc là, vous l'avez là. Vous les avez là, les immunoglobulines, et vous voyez que les IgG du colostrum, on en a beaucoup en fait pendant les 2 premiers jours postpartum, ce qui définit le colostrum. Puis après, très rapidement, ça chute et on n'en a plus. Autrement dit, dans le lait, il n'y a pas d'IgG. Enfin, il y a très très peu d'IgG. L'autre classe, ce sont les IgA. Alors les IgA, elles passent aussi la barrière intestinale, il n'y a pas de raison. Mais par contre, elles sont resécrétées aussi vite, c'est-à-dire qu'elles passent dans le sang circulant. Et ensuite, elles vont être resécrétées vers les muqueuses. Donc, elles ne font qu'un très court passage dans le sang circulant et elles vont être resécrétées, elles sont très utiles, elles vont être resécrétées vers les muqueuses, donc la muqueuse intestinale, la muqueuse pulmonaire notamment. Autrement dit, les IgA, ce sont les immunoglobulines qui sont responsables de l'immunité dite locale. Donc, celles qui sont ici dans le colostrum, elles sont donc absorbées dans le sang et fait un petit tour et puis s'en va, hop là, elle repasse dans le poumon et dans l'intestin. Et par contre, une fois que la barrière intestinale est fermée, elles vont avoir une action purement locale dans le tube digestif, donc elles sont très très importantes, même si elles ne passent pas ou elles ne restent pas dans le sang circulant. Il y en a beaucoup dans le colostrum, mais il va en rester beaucoup dans le lait, et c'est l'immunoglobuline dominante dans le lait, mais donc pour avoir une action locale. Donc, je vous rappelle juste comment ça marche cette histoire-là, c'est qu'en fait, pendant la fin de la gestation, la mère va capter les immunoglobulines G du sang circulant, elle va les stocker dans la glande mammaire. Donc, elle va en accumuler, en gros, on pense, pendant les 15 derniers jours de gestation. À partir de la mise bas, elle va utiliser ce stock d'IgG mammaire, elle va les sécréter, et c'est ça qui donne le colostrum et le très fort taux d'immunoglobuline G dans le colostrum. Et peu de temps après la mise bas, elle sécrète aussi, la glande mammaire localement se met à sécréter des IgA qui vont passer aussi dans le colostrum. Sauf que quand on passe en phase lactée, ce qui se passe, c'est qu'elle épuise son stock d'IgG mammaire, ce qui fait que dans le lait, il ne va plus vous rester que les IgA qui sont sécrétés localement par la glande mammaire. Donc, le colostrum, et c'est à ça que je voulais en venir, et ce sont des données dont Marine va se servir, le colostrum est assez équilibré. Globalement, c'est 50% d'IgG
responsable de l'immunité systémique, et 50% d'IgA, responsable de l'immunité locale. Et dans le lait, vous avez 90% d'IgA et en gros moins de 10% d'IgG et d'une autre classe qui n'a pas d'intérêt ici, qui sont les IgM. Donc, Marine s'est pris la tête pendant un petit moment parce qu'en fait, elle a travaillé sur l'utilisation du lait de pseudogestation. Et donc, elle va vous présenter les résultats de ce travail en partageant son écran.